C'est avec un immense plaisir, un plaisir renouvelé, que je prends part une fois de plus à cette conférence de presse qui m'offre l'occasion d'un échange interactif avec vous et, je dirais au-delà, me permet de m'adresser à la population, aux auditeurs et à la population entière dont je salue le courage et la résilience. Permettez-moi également de saluer les autorités et institutions nationales, en particulier son Excellence le Président de la République, pour le dialogue permanent avec la MINUSCA. La confiance et la coordination qui sous-tendent nos relations sont essentielles au plein exercice du mandat que le Conseil de sécurité nous a confié en soutien au gouvernement et au peuple centrafricain. La mission conjointe que le Premier ministre et chef de gouvernement et moi-même venons d'effectuer à Bria et à Samouandja à la fin de la semaine dernière, du 23 au 24 février, accompagnés de plusieurs membres du gouvernement et membres du système des Nations Unies en République centrafricaine, est révélateur aussi bien de l'état de la bonne collaboration entre la MINUSCA et les autorités et institutions nationales que de l'appropriation nationale du mandat de la mission. Je reviendrai sur cette mission conjointe plus loin. En attendant, je voudrais mettre en relief quelques points saillants du rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation en République centrafricaine que j'ai eu l'honneur de présenter au Conseil de sécurité la semaine dernière, le 21 février, conformément à la résolution 2659, il vous souviendra, adoptée en novembre 2022. J'ai partagé avec les États membres les progrès dans la mise en œuvre du processus de paix à travers l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, en sigle APPR, et la feuille de route de Luanda, en particulier son appropriation par le gouvernement centrafricain sous la coordination du Premier ministre avec un chronogramme bien précis. À cet égard, il me plaît particulièrement de relever la dissolution en décembre 2022 de 4 groupes armés signataires de l'APPR et représentés au gouvernement. Je cite le RPRC, le MLCG, l'UFR et l'UFRF. Ceci confirme, s'il est besoin, que l'engagement politique avec les dirigeants des groupes armés reste essentiel et que la voie vers une paix durable passe par un dialogue inclusif et constructif. Dans le même sillage, j'ai évoqué les préparatifs pour les élections locales. Les premières, comme vous le savez, depuis un petit peu plus de 35 ans. Elles constituent l'un des engagements clés, il faut le rappeler, du processus de paix, du processus politique de paix, la PPR. La tenue de ces élections renforcera la gouvernance locale, présente et une fondation pour le développement local et clairement un élément puissant de redevabilité de résultats dans la fourniture de services sociaux de base avec le rapprochement entre les dirigeants et administrateurs locaux et les populations qui les auront élus. Par ailleurs, elles seront une occasion historique d'ouvrir davantage l'espace politique afin d'y inclure des groupes traditionnellement marginalisés que sont les femmes et les jeunes marginalisés du processus politique et de la vie politique s'entend. Elle donnera également la possibilité pour les anciens combattants et leaders de groupes armés ayant déposé leurs armes de rentrer dans le jeu démocratique. Je voudrais insister sur l'importance de l'inclusivité des élections locales en mettant un accent particulier sur la participation des femmes. Il est fondamental de créer les conditions de leur meilleure participation et représentation effective au niveau des assemblées locales, y compris en levant les obstacles liés aux risques sécuritaires spécifiques auxquels les femmes politiquement engagées
sont confrontés, ainsi qu'aux obstacles juridiques ou encore pesanteurs socio-culturelles. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ces questions essentielles le 17 février dernier dans cette même salle avec une cinquantaine de femmes leaders politiques et responsables d'organisations féminines de la société civile. En appui aux autorités nationales et aux acteurs concernés, la MINUSCA et l'équipe pays des Nations Unies continueront à jouer leur rôle dans les dynamiques en cours en vue d'une plus forte implication des femmes dans les instances politiques et de prise de décision. Nous allons poursuivre le plaidoyer dans le cadre de l'adoption du nouveau code électoral qui renforcera le respect de la parité à l'occasion des prochaines élections locales. De manière générale, qu'il me soit permis de vous dire que la MINUSCA demeure engagée à appuyer l'organisation des élections locales dans la ligne du mandat nous octroyé par le Conseil de sécurité. La MINUSCA reste aussi disposée à soutenir toute éventuelle initiative de dialogue dans le cadre de son mandat de bon office pour la création d'un environnement qui soit favorable à l'organisation d'élections locales inclusives et apaisées. Mesdames et messieurs les journalistes, permettez-moi à présent de revenir sur la situation sécuritaire. Lors de mon intervention au Conseil de sécurité, j'ai fait part de la ressurgence de la violence depuis décembre dernier, avec la multiplication des attaques de groupes armés sortis du processus de paix, avec spécifiquement le recours aux engins explosifs et également aux drones. Les principales victimes des attaques aux engins explosifs sont les populations civiles, les acteurs humanitaires, les forces de sécurité nationales et nous-mêmes, nos propres casques bleus. Dans ce contexte, la MINUSCA poursuit le renforcement de ses capacités pour pouvoir faire face à la menace d'engins explosifs, avec notamment le déploiement effectif d'équipes de neutralisation, d'équipes d'enlèvement et destruction d'explosifs qui sont actives dans toutes les 4 régions. Nous poursuivons également les formations d'équipes de recherche et de détection au sein des différents bataillons et contingents de la MINUSCA, plus particulièrement les contingents déployés dans la région de l'Ouest qui est la plus affectée par les explosions, les engins explosifs. La mission réaffirme sa détermination à appuyer directement les autorités nationales dans son appropriation de la capacité à prévenir et à lutter contre l'utilisation d'engins explosifs et d'autres moyens d'agression et de déstabilisation. À cet effet, la formation progressive, coordonnée et suivie de 2 équipes spécialisées au sein des forces armées nationales a débuté au camp Kasaï. Mesdames, Messieurs les journalistes, la présentation du rapport du secrétaire général m'a également offert l'occasion de plaider pour la République centrafricaine auprès des États membres. Outre mon appel en faveur du soutien au financement de l'organisation des élections locales, j'ai particulièrement attiré l'attention sur la nécessité d'apporter un appui aux efforts nationaux de réintégration socio-économique des ex-combattants qui sont désarmés et démobilisés. Mon plaidoyer a également porté sur la poursuite du soutien collectif aux autorités centrafricaines pour renforcer le système policier, judiciaire et pénitentiaire afin que justice soit rendue aux victimes de crimes graves à temps, de manière équitable et indépendante. En particulier, j'ai demandé aux États membres et aux partenaires qui attachent de l'importance à la justice de le démontrer en contribuant au budget de la Cour pénale spéciale, dont le mandat, il vous souviendra, a été renouvelé récemment à la suite de consultations entre Son Excellence le Président Touadéra
et moi-même en ma qualité de représentante spéciale du secrétaire général Antonio Guterres. Il est également crucial de fournir un soutien aux autres mécanismes de justice transitionnelle, tels que la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui, il faut le dire, souffre d'un manque de soutien aigu. Par ailleurs, j'ai rappelé aux États membres que le peuple centrafricain, qui fait face à de multiples crises, dont plusieurs, il faut le reconnaître, sont d'ampleur globale. La crise de carburant, la crise alimentaire sont des crises d'ampleur globale. Les crises sanitaires par différentes épidémies sont également des crises d'ampleur globale. Je leur ai donc rappelé que le peuple centrafricain a aujourd'hui particulièrement besoin de solidarité active de la communauté internationale. J'ai insisté sur l'urgence d'un soutien au plan de réponse humanitaire ainsi qu'à des projets sociaux et de développement qui seraient ciblés sur des groupes prioritaires. En effet, la vulnérabilité et les pressions socio-économiques sont de nature à contribuer à l'insécurité, sont de nature à saper également les modestes progrès et gains réalisés sur le plan politique et sécuritaire. Rappelons qu'au courant de cette année 2023, 56% de la population aura besoin d'aide humanitaire en République centrafricaine, ce qui correspond à plus de 3 millions de la population. Le plan de réponse humanitaire conjoint pour cette même année, il vous souviendra, a été lancé au début du mois dernier par le Premier ministre et M. Mohamed Ayoya, qui est le représentant spécial adjoint du secrétaire général, mais aussi coordinateur résident et coordonnateur humanitaire pour la Centrafrique. Ce plan porte à 465 millions de dollars pour des interventions vitales, auprès bien sûr des groupes les plus vulnérables. Comme vous l'avez noté, les besoins sont énormes. Les attentes sont nombreuses. Je le constate très régulièrement dans mes différentes interactions, que ce soit ici à Bangui avec différents groupes ou lors de mes déplacements hors de Bangui. J'ai effectué la semaine dernière une visite conjointe dont je vous ai parlé plus avant avec le Premier ministre et chef de gouvernement à Bria et Samouandja pour évaluer la situation dans ces villes dans le cadre de la restauration de la sécurité et de l'autorité de l'État dans la préfecture de la Haute-Koto. Auparavant, je m'étais rendue à Bangassou où, avec Madame le préfet d'Umbumu, nous avons inauguré le pont de Niakari parmi d'autres activités. Je mentionne ce pont particulièrement vu l'importance qu'il représente en ce qui concerne la connexion, rétablir la connexion entre Bangassou et Bakuma, mais aussi en ce qui concerne la protection des populations civiles de Niakari. Il n'est pas possible de protéger les populations auxquelles il n'est pas possible d'accéder. À Samouandja, nous avons pu constater l'impact clairement positif des activités de la MINUSCA sur la sécurité et la vie journalière quotidienne des populations, depuis le déploiement en août 2022 d'un contingent de casques bleus de la MINUSCA et la mise en œuvre de plusieurs projets que nous appelons projets de réduction de la violence communautaire qui ont été initiés par la mission. Le programme conjoint du gouvernement et du PNUD pour la stabilisation pour le Nord-Ouest a également été lancé à cette occasion. Je puis vous dire que parmi nos projets prioritaires à Samouandja, parmi les nombreux projets prioritaires, la MINUSCA va réhabiliter la piste d'atterrissage.
Cet investissement majeur favorisera non seulement le rétablissement de l'autorité de l'État en permettant la mobilité des autorités nationales et donc l'accès à Samouandja, mais également l'accès des partenaires que nous avons besoin de voir présents à Samouandja afin de répondre, d'aider à répondre aux immenses besoins humanitaires que nous y avons constatés et aux immenses besoins en termes de redressement socio-économique. Véritablement, je ne serai ici au courant de l'échange. Nous pourrons revenir sur cela, mais il suffit de citer que dans tout Samouandja, un seul maître d'école qualifié se trouve dans tout Samouandja. La situation que nous avons observée et la situation dans laquelle nous avons trouvé les enfants en âge de scolarité de Samouandja appellent à des actions urgentes. Et rappelle également qu'il y a à peu près 2 décennies que la localité a été sous le contrôle des groupes armés jusqu'en août dernier. Mesdames et messieurs les journalistes, avant de conclure, je voudrais évoquer la menace que vous connaissez bien, dont nous avons parlé couramment, que représente la désinformation et les discours de haine. Il constitue un outil de division, de déstabilisation, contribue à alimenter la violence. Et la violence qui parfois va jusqu'au point d'être complètement létale. J'ai eu l'occasion de le dire à d'autres opportunités. Les mots ont le pouvoir de tuer. Les mots n'affectent pas seulement et ne portent pas des traumas dont il est toujours possible de récupérer. Les mots peuvent parfois être définitifs. La MINUSCA, comme vous le savez, condamne ces pratiques. Ces pratiques, qu'il faut le dire, sont criminelles dans leurs objectifs et dans leurs effets. Et continuera de travailler avec les institutions appropriées, mais aussi avec vous tous, membres de la presse, avec les entités concernées dans la prévention et lutte contre ce fléau. L'objectif de la désinformation et de l'appel à la violence et l'appel à la haine reste un objectif de déstabilisation et d'instabilité. Il est essentiel, oui, vous êtes journaliste, mais avant vos capacités de journaliste, vous êtes centrafricain et il est de votre intérêt la stabilité de votre pays. Donc, pouvoir participer, refuser de participer à cette déstabilisation y contribue également. Votre travail, que je sais vous exercez dans un contexte difficile, vos efforts que je salue, restent capital non seulement pour informer et éduquer la population, mais aussi tous les autres acteurs. Il ne passe pas un jour sans que les acteurs, qui sont les acteurs internationaux qui opèrent ici, ne fassent la revue de la presse, donc la revue de ce que vous partagez avec eux. Ceci vous démontre que vous restez des acteurs essentiels dans la marche de la Centrafrique vers la paix et la sécurité, qui, rappelons-le, sont des prérequis à la stabilisation et au redressement socio-économique.